Merci. Premièrement, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour une troisième fois. Moi, j'étais là en 2004, en 2008, et c'est un plaisir renouvelé d'être ici aujourd'hui. On m'a demandé de vous parler des communautés vertébrées clavicoles à l'échelle mondiale. Donc, on ne parlera pas seulement de la situation nord-américaine, mais on va bien sûr en parler à travers cet exposé. Peut-être la première chose importante à retenir, c'est que le bois sénescent est mort, un enjeu international de conservation. Je pense que vous êtes tous convaincus de ce fait. Et entre autres, les événements qui ont eu lieu dans cette enceinte ont alimenté ces débats et ces discussions, tant sur la scène nationale qu'internationale. Nous, on a eu l'occasion en 2011 d'organiser un symposium international sur la dynamique et les services écologiques du bois mort. On parle de plus en plus de services écologiques du bois mort dans les écosystèmes forestiers où certains d'entre vous étaient présents. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'une part présenter les différences et similarités de la faune utilisatrice de cavités à l'échelle mondiale. Je vais ensuite passer au réseau cavicole en Amérique du Nord et au rôle clé des pics. On va voir que c'est pas un rôle qui est rempli sur toutes les parties du monde par les mêmes espèces, les mêmes agents de production de cavités. Je vais succinctement parler de nos travaux en forêt boréale dans l'Est du Canada pour déboucher sur des perspectives en aménagement forestier qui tracent un peu les convergences qu'on peut voir quant au constat que font les écologistes un peu partout dans le monde qui s'intéressent à cette faune particulière qui est la faune cavicole. Maintenant, je vais parler surtout de vertébrés. Laurent a entamé, lui, cette session-là en nous parlant, entre autres, des invertébrés. Je ne toucherai pas à ce groupe-là qui est complexe, méconnu et qui reste fascinant à découvrir. Néanmoins, j'espère vous convaincre que les vertébrés sont encore des organismes où on a des connaissances à acquérir de plus en plus. Différences et similarités, première chose, la faune de vertébrés clavicoles en forêt à l'échelle mondiale, on a entre 10% et 40% de la faune de vertébrés qui se retrouve à soit avoir un gîte, soit à se reproduire dans des cavités d'arbres. Ça varie d'un continent à l'autre, mais comme vous le voyez, on a cette fenêtre-là de variabilité de 10 à 40% à l'échelle mondiale. Cette faune-là est constituée, bien sûr, d'espèces qui creusent des cavités, d'espèces qui on parle d'excavateurs, mais on parle aussi d'espèces fongiques qui vont, par la décomposition du bois, créer des cavités dans le bois. On a des utilisateurs secondaires qui ne sont pas capables de creuser, pas aptes à creuser des cavités, mais qui utilisent celles creusées par d'autres espèces, et des excavateurs facultatifs qui peuvent parfois agrandir des cavités déjà existantes ou creuser dans du bois très, très décomposé. On sait que les pics sont souvent présentés comme des indicateurs de la diversité biologique. Plus on a d'espèces de pics, et là, je relate un travail publié en 2001 par Mikuzinski et ses collaborateurs qui montrait dans Conservation Biology que le nombre d'espèces forestières spécialistes des forêts augmentait en fonction du nombre d'espèces de pics qu'on dénombrait dans les forêts. Il a travaillé avec des données d'Atlas et la relation était assez robuste. La faune cavicole et le bois à cavité, oui, c'est une... Quand on en parle en termes de diversité des espèces et on sait qu'il y a des stades de développement, des stades de dépérissement des arbres qui sont associés avec la présence de certaines espèces particulières. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est aborder la question de la diversité fonctionnelle et l'aborder à travers un cadre théorique qui a été développé par ma collègue Cathy Martin de l'Université de Colombie-Britannique, qui en 1999 a proposé une analogie au réseau trophique, aux food webs. Elle a dit, dans les écosystèmes forestiers, souvent, les utilisateurs de cavités fonctionnent un peu comme des nest web. Donc, des réseaux cavicoles où les espèces, comme vous le voyez sur cette partie-là de la diapo, où les espèces ont des relations les unes avec les autres, partant des arbres qui sont les arbres excavés, aux excavateurs primaires et éventuellement aux utilisateurs secondaires. Ce jeu de liens d'interaction, c'est passablement ce dont on va parler aujourd'hui.
On va s'appuyer entre autres sur une étude qui a été publiée dans la revue Frontiers in Ecology and Environment, une revue de l'Ecological Society of America, qui a été publiée en 2011, entre autres par Christina Cockle, qui travaille, elle, en Amérique du Sud, Cathy Martin et le professeur Wieselowski, qui travaille dans la forêt de Białowieża. Et on va regarder un peu. Un des résultats importants de leur étude consistait à regarder à l'échelle mondiale quelle est la proportion des réseaux cavicoles qui sont générés par des activités de production de cavités par les pics ou par la décomposition du bois. Donc, ce que vous avez en orange sur la carte, c'est les endroits où il y a des études sur les réseaux cavicoles et où la plupart de ces réseaux-là sont dominés par l'excavation des pics, alors que en bleu, c'est une dominante d'excavation qui résulte de la décomposition du bois, de son dépérissement par l'activité, entre autres, des champignons. Première chose à remarquer, vous remarquez qu'en Australie, il n'y a aucune des études qui a été menée qui comporte des excavations par les pics. Tout simplement, il n'y a pas de pics en Australie. Donc, les cavités sont générées par la lente décomposition du bois et des branches. En Argentine, on va en reparler tantôt, puis un peu partout dans le monde, on voit que c'est pas tout à fait le même portrait d'une région à l'autre. Deuxième information présentée dans cet acétate, c'est d'une part le taux de survie. Ils ont mesuré le taux de survie des arbres à cavité creusés par les pics versus ceux qui sont décomposés, on pourrait dire naturellement par la décomposition, l'activité de décomposition des champignons et d'autres pathogènes. Et ce qu'ils observent, c'est que c'est des profils très différents qu'on a d'un continent à l'autre en termes de taux de survie de ces arbres-là dans le temps, qui est très, très court en Argentine et qui est beaucoup plus long au Canada ou en Pologne. Avec des profils inversés. Au Canada, on voit que c'est les arbres excavés par les pics qui ont une longévité plus longue, alors qu'en Pologne, c'est le contraire. Cavités produites par la décomposition du bois, bien, comme je vous le disais, il y a différents types de cavités qui peuvent être utilisables et on passe directement aux résultats en Australie. Les Australiens n'ont pas présenté de NestWeb, mais un des articles phares qui a été produit dans Biological Conservation en 2002 par Gibbons et ses collaborateurs nous indique d'une part quel est le lien entre le nombre de cavités occupées par rapport au nombre de cavités disponibles dans un arbre. Et ils ont regardé en fonction d'une part de ce nombre-là et en fonction également du fait que si sur les arbres, on trouve plus de 20% de branches mortes ou moins de 20% de branches mortes. Et vous voyez que la probabilité d'avoir des nids occupés augmente évidemment avec le nombre de cavités et avec le nombre de parties mortes sur l'arbre. Ils ont poussé aussi le travail, notamment dans les forêts d'eucalyptus, en regardant ce qui se passe toujours avec cette mortalité-là des branches, mais cette fois-ci en regardant sur la diapo de droite, sur la partie droite de la diapo, le diamètre à hauteur de poitrine des arbres. Forêt tempérée en Pologne, ce qu'on voit, c'est la fréquence d'utilisation par diverses espèces d'utilisateurs secondaires des arbres qui sont excavés par des pics. Vous voyez que ça monte au maximum à 30%, et l'espèce qui utilise près de 60%, c'est les tourneaux sansonnets, donc une espèce qui n'est pas nécessairement un utilisateur secondaire, intéressant à suivre. C'est un compétiteur assez féroce des espèces qui sont endémiques ou qui sont indigènes à diverses forêts. Forêt de Mongolie, une étude de Baye publiée, complétée en 2003. Il y a un article scientifique, je pense, qui est sorti de cette étude-là. Ce qui est intéressant, c'est que 2 espèces sont utilisées comme arbres principaux, des feuillus, le peuplier et le bouleau. 25% des cavités sont excavées, 75% des cavités utilisées par la fonte cavicole proviennent de cavités qui sont décomposées naturellement. Et ce que vous voyez également, c'est que ce patron-là se continue en Argentine. Ce qui est intéressant d'Argentine, si vous regardez le nombre d'arbres, on est en forêt tropicale, bien sûr, donc une très forte diversité d'essences d'arbres qui peuvent être utilisables par la fonte cavicole.
La plupart de ces essences-là sont utilisées par une faune cavicole qui utilise la décomposition naturelle et la formation naturelle des cavités. Les excavateurs représentent 17% des cavités excavées contre 83% de cavités qu'on pourrait dire naturelles. Autre élément d'information, les excavateurs utilisent surtout du bois mort, alors que les processus de décomposition naturelle impliquent des bois encore vivants, mais dont les branches sont attaquées par les champignons. Ils sont allés un peu plus loin dans cette étude-là pour regarder les processus de décomposition par les champignons. On se rend compte d'une part que ces processus-là sont en cause et sont en interaction avec la faune cavicole qui va excaver. Donc, les pics vont excaver souvent avec des arbres qui sont affectés par les champignons. Et il y a également le processus naturel de décomposition qui entre en cause. On arrive en Amérique du Nord, un portrait complètement différent. Et le portrait que je vous présente ici d'une étude tirée de Cathy Martin, qui a le plus gros réseau d'utilisateurs de cavités, qui travaille depuis 20 ans sur ce dossier-là. Au-delà de 1500 arbres sont suivis au niveau de leur évolution. Ce qu'on voit, c'est un réseau riche, mais somme toute centré sur quelques espèces clés. Le peuplier faux-tremble, qui est l'équivalent de Populus tremula, mais en Amérique du Nord, Populus tremuloides. Vous voyez également 93% des cavités sont excavées. Donc, tous les utilisateurs secondaires sont reliés à un nombre relativement limité d'espèces, le pic à neutre rouge, le pic flamboyant. Bref, on a un système qui est très riche en liens, avec beaucoup d'espèces, mais rattaché à des espèces clés, ce qu'on ne voit pas dans d'autres systèmes. Donc, pour récapituler ici, Canada, Argentine, Pologne, ce qu'on voit, c'est que 90% et plus de notre réseau cavicole au Canada et en Amérique du Nord est généré par des excavateurs comme tels les pics, alors qu'on est à 16 et 20% en Argentine. La vie des cavités est à peu près similaire, qu'elles soient excavées par les pics ou non excavées. Très différent comme portrait en Pologne et en Argentine. Puis ça m'amène juste à vous dire que, l'exposé cet après-midi sur la forêt Bialowieza m'a amené à re-questionner un peu ce jeu de données-là. On est interpellé par la dynamique naturelle de ces forêts-là, qui est probablement différente d'un continent à l'autre. Réseau cavicole en Amérique du Nord. On va commencer avec le réseau des forêts de pins du Sud-Est. C'est un réseau relativement simple, très intéressant parce qu'on travaille avec une espèce, le pic à face blanche, qui est une espèce menacée aux États-Unis. Énormément de travail à l'échelle de cette espèce-là pour comprendre sa dynamique, son utilisation d'habitat. C'est un pic qui excave dans du bois vivant, principalement, et les cavités prennent 2, 3, 4 ans à être complétées. Elles sont éventuellement utilisées par d'autres pics et par d'autres espèces utilisatrices de bois mort, utilisatrices de cavités. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant avec le NestWeb, ils ont documenté ce qu'ils n'avaient pas fait avec des études centrées strictement sur le pic à face blanche. Quelles sont les autres alternatives utilisées par les pics quant à leur utilisation de bois mort, de pin ou de bois mort de feuillus? Donc, on a un portrait un peu plus étayé de l'utilisation de ces forêts-là. Et vous remarquerez que pas beaucoup de cavités naturelles, on est vraiment avec des cavités excavées. Même chose en Colombie-Britannique, je l'ai exposé tantôt. Et en Alberta, une étude de Hilary Cook et Susan Hannon, publiée il y a 2 ans, qui nous montre un résultat assez clair à l'effet que, encore une fois, le peuplier faux-tremble est l'espèce dominante. Le pic maculé, cette fois-ci, et non pas le pic à nuque rouge, comme on le voyait du côté Colombie-Britannique, est une espèce très importante au niveau de l'excavation de cavités pour la faune cavicole. Et le grand pic est l'excavateur principal des gros utilisateurs de cavités. Là, on parle de canards, on parle de chouettes, on va parler également d'écureuils. Nos travaux en forêt boréale de l'Est, nous, on travaille depuis 1998 sur l'avifaune un peu partout au Québec. On a sillonné plusieurs régions. Mais on a particulièrement travaillé à un endroit, la forêt d'enseignement de recherche du lac du Parquet. Certains d'entre vous qui étiez présents en 2011 à notre colloque ont visité la forêt. Cette forêt-là est localisée dans la forêt boréale mixte. C'est une forêt expérimentale de recherche et d'enseignement.
qui fait l'équivalent de 8000 hectares et qui est co-géré par l'Université du Québec à Montréal et avant tout par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais également par l'UQAM. On a travaillé sur ces 5 espèces-là et on s'est demandé quel était le réseau d'utilisateurs de cavités. Brièvement, on a des placettes d'échantillonnage ici qui ont 40 hectares de superficie et où on fait des dénombrements de pics et d'arbres à cavité depuis 2004. On est privilégié de travailler dans un secteur où la dynamique des perturbations, où les régimes de perturbations sont très bien connus et des secteurs qui n'ont pas beaucoup été aménagés. Donc, c'est des forêts qu'on peut considérer naturelles pour la plupart de la superficie et c'est des forêts qui sont dynamisées par des perturbations par le feu. Et mon collègue Yves Bergeron, professeur Blondel, parlait tantôt de régime de perturbation et Yves a fait l'analyse du régime de perturbation autour du lac du Parquet, où on retrouve des secteurs qui ont brûlé en 1916-1944, donc premier stade de développement, des forêts qui ont entre 66 et 100 ans, des secteurs au deuxième stade qui ont brûlé autour de 1870, et des secteurs qui ont brûlé en 1787-1760, donc qui n'ont pas brûlé depuis 250 ans. 3 stades de développement de la forêt qui transitent d'un stade dominé par des feuillus intolérants à des forêts qui sont davantage mixtes, voire conifériennes dominantes, avec des feuillus. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau du réseau d'utilisateurs? Nous, on a suivi depuis plusieurs années 551 nids. On a près de 100% des cavités sont excavées. Il n'y a presque pas de cavités naturelles qu'on a pu trouver avec une utilisation quelconque que peut en faire la fonte. Le peuplier faux-tremble est toujours notre essence dominante et les 2 espèces de pics prédominantes sont le grand pic pour les grands utilisateurs de cavités, les utilisateurs secondaires de grande taille, et pour les utilisateurs de petite taille, le pic maculé. Donc, on a des résultats qui sont assez semblables à ceux de nos collègues albertains et comme vous savez, au Canada, le Québec est une société distincte par sa langue, mais pas distincte par sa communauté de cavicoles. Les stades de sénescence sur peuplier faux-tremble, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve avec diverses espèces qui occupent divers stades de dégradation. Bon, comme il a été vu ailleurs, l'essence prédominante utilisée par les pics, c'est le peuplier faux-tremble, bien qu'elle ne représente que 24% de la disponibilité de tiges sur notre territoire. Donc, 94% des arbres sont excavés dans les forêts de tremble et dans le peuplier faux-tremble. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des espèces qui vont utiliser surtout du bois vert, mais on a des espèces qui vont utiliser aussi du bois assez décomposé. Donc, il y a un amalgame de conditions forestières utilisées et de substrats utilisés par les espèces cavicoles. Donc, c'est pas seulement un type d'arbre et c'est pas seulement un type de dégradation du bois. Ce qui est à retenir, les réseaux d'utilisateurs de cavités sont dominés en forêt boréale par le peuplier faux-tremble. Des espèces comme le pic maculé ou le pic à nuque rouge dans l'ouest sont des excavateurs très abondants. Et le grand pic est une espèce clé de voûte pour les utilisateurs secondaires de forte taille. Le grand pic, c'est une espèce qui est très analogue, très semblable au pic noir ici en Europe. La complexité des réseaux est forte le long de la sous-section et je vous invite d'aller voir la fiche de Philippe Cadieux où on expose davantage notre Nest Web, mais dans la perspective des stades de développement de la forêt. Quelles sont nos perspectives en aménagement? Et je complète là-dessus. Convergence à court terme de toutes les études que j'ai eu analysées pour cette présentation. Conserver le bois sénescent et mort dans les forêts aménagées par la rétention permanente agrégée et dispersée. Donc, qu'on parle de legs biologique avec les travaux de Jerry Franklin, qu'on parle de conservation, d'approche écosystémique, ce qu'on était venu vous présenter en 2008 au premier colloque de naturalité, ou un article récent de David Lindenmayer sur ce qui se passe en Australie, il y a une assez grande convergence vers le fait de conserver du bois en forêt aménagée. Donc, conserver des arbres sénescents et morts. Créer des réserves, refuges ou îlots de vieillissement. Ça, c'est un autre élément. Et les deux vont ensemble. Le changement de culture vient dans le fait qu'il faut aménager de façon plus durable la forêt, mais il faut aussi faire de la conservation. On ne peut pas faire un ou l'autre. Je pense qu'il faut aller vers les deux voies. Planifier le maintien de la dynamique des arbres vivants, sénescents et morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître cette dynamique-là.
et l'intégrer dans notre processus d'aménagement. Et faire en sorte que ce qui va nous rester comme forêt, c'est ce qui nous reste dans certaines régions en forêt boréale. Il faut être sûr que c'est des habitats qui sont de qualité pour la faune cavicole. Il faut aller suivre ce qui se passe. Suivre ce qui se passe à long terme, ça veut dire, certes, les réseaux de cavicoles, c'est des systèmes complexes, distincts dans les forêts du monde, puis leur connaissance est une clé incontournable pour mieux aménager nos territoires, mais les réseaux de cavicoles, c'est une première porte d'entrée. La deuxième, c'est d'aller voir c'est quoi la persistance de ces communautés-là. Et ça veut dire des études qui sont probablement qui mettent plus l'accent sur l'écologie des espèces. Un exemple avec une étude qu'on a menée, nous, sur les forêts brûlées, leur rôle prépondérant et l'importance du pic à dos noir comme excavateur primaire dans ces forêts-là. Des études démo-écologiques où on comprend la dynamique des populations en fonction des risques de prédation puis de la disponibilité des proies. Les proies, dans ce cas-ci, sont des insectes saproxyliques. Et je termine en faisant un clin d'œil à notre collègue Jacques Blondel qui, depuis, lui, bien avant nous, s'intéressait à la dynamique des populations cavicoles, entre autres par ses travaux sur la mésange bleue, qui ont mené à des collaborations fertiles Québec-France au fil des ans. Et ces données-là sont importantes pour faire une saine gestion aussi des réseaux cavicoles. Alors, je vous remercie.